Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au thème d'Elon Musk. Alors, est-ce que c'est un protecteur de l'humanité, un visionnaire ou un fou? On va voir ce que l'astrologie peut nous dire au niveau de sa personnalité et au niveau des prévisions pour lui dans les mois et années à venir. Si ça vous intéresse, eh bien, c'est parti. Alors, Elon Musk, il est cancer, ascendant cancer avec une lune en vierge. Le cancer, c'est quand même un signe qui est nourricier, qui prend soin des autres. Et la Vierge, c'est du signe qui rend service aux autres. Donc déjà, avec cette configuration-là, on peut imaginer quelqu'un qui est dévoué aux autres. Quand on va avancer dans l'analyse du thème, vous verrez que le thème natal d'Elon Musk montre quand même un personnage très cérébral, très analytique, très réfléchi et instinctif, porté par une capacité d'adaptation et une ambition hors norme. Loin d'être un simple technophile, il a une approche visionnaire et pragmatique du progrès, et on va voir ça plus en détail dès maintenant. On va commencer comme d'habitude avec l'ascendant. Donc Elon Musk, il est né avec un ascendant cancer. C'est un signe lunaire, intuitif, sensible et qui protège. Ce placement, ça suggère une personnalité qui est guidée par ses ressentis, qui a une approche instinctive du monde et qui, loin d'être une figure purement émotionnelle, il est possible qu'il canalise cette énergie pour nourrir ses idées avant-gardistes et qu'il cherche à créer des projets qui changent profondément la société. Le fait que Mercure soit en conjonction à l'ascendant, ça renforce cette dynamique intellectuelle, mentale. Mercure, c'est la planète de l'intellect, de la communication, et ça peut conférer à Elon Musk une certaine capacité de réflexion rapide, d'adaptation, un sens aigu de l'analyse et un besoin constant d'échanger des idées. Ça peut se traduire par une communication incisive, parfois même abrupte, notamment sur Twitter où il exprime ses idées sans filtrer ses pensées. Ce Mercure ascendant Cancer, il peut illustrer son talent pour capter les tendances et anticiper l'avenir avec une approche pragmatique et instinctive. Le maître de cet ascendant Cancer, ça va être la Lune, et elle est en Vierge en maison 3. Ça peut nous montrer un esprit minutieux et perfectionniste. En Vierge, la Lune donne une approche pragmatique de ses émotions. Plutôt que d'être dominé par ses ressentis, il est possible que Musk les canalise à travers un besoin de structurer, d'analyser et d'optimiser. Il est aussi possible qu'il fasse cela pour ses émotions, hein. La maison 3 et le fait que la Lune elle soit dans cette maison, ça va accentuer encore son intellect et son besoin de s'informer en permanence. L'apprentissage continu peut être une composante essentielle de son parcours et on sait qu'il est connu pour absorber des quantités impressionnantes de savoir en autodidacte. C'est d'ailleurs aussi une lune qui traduit un besoin presque compulsif d'amélioration, d'optimisation et de perfection dans ses projets. Avec cette lune en vierge en maison 3, on peut imaginer que Musk cherche constamment à rationaliser et à structurer ses instincts, ses sentiments et aussi sa vision. Alors je me rends compte que j'ai oublié de préciser, mais si vous regardez mes vidéos pour la première fois, sachez que les analyses de thèmes, moi je les fais en signe entier, donc un signe égale une maison. Et comme il est ascendant cancer, sa maison 1 c'est le cancer, la maison 2 c'est le lion et la maison 3 c'est la vierge. Si on lit en Placidus, la lune elle tombe dans la maison 2, donc ça va nous parler de tout ce qui est sécurité émotionnelle, sécurité matérielle. La lune, elle est aussi connue pour son inconstance, hein, on dit de certaines personnes qu'elles sont lunatiques. Et comme c'est dans la maison 2 qui parle aussi des finances, on peut aussi imaginer que ses finances fluctuent, par exemple, comme sa confiance en lui, les valeurs qu'il possède, ses sentiments. Et ça peut aussi, bien entendu, nous indiquer qu'il va avoir une approche très rationnelle, pragmatique et dans l'optimisation autour de ces sujets, donc les finances, sa valeur personnelle, ses sentiments, sa sécurité matérielle et émotionnelle, etc., etc. On passe à son soleil, qui est lui aussi en cancer et qui est proche de l'ascendant. Donc moi, je considère qu'il est en conjonction, puisque de toute façon, il est dans le même signe. Et avec un soleil en cancer en maison 1, on peut imaginer que Musk affiche
une détermination discrète mais quand même puissante. Contrairement aux entrepreneurs qui seraient plus, de feu et qui seraient peut-être plus visibles, il ne cherche pas l'exposition pour la célébrité en elle-même. Son soleil en cancer peut le pousser à agir avec un sentiment de mission presque paternaliste, où il peut percevoir ses entreprises comme une extension de sa volonté de protéger l'humanité. On a par exemple SpaceX, Tesla, Neuralink, autant de projets qui s'inscrivent dans une vision à long terme pour garantir la survie et l'évolution de l'humanité. Ce placement le dote donc d'une ténacité remarquable. Il avance coûte que coûte, même face à l'adversité. On verra aussi que si on prend du recul et qu'on regarde son thème dans son entièreté, on voit quand même un certain manque de placement en feu. Donc ça peut laisser penser à un manque d'énergie, de volonté brute, de spontanéité et d'affirmation directe. Par exemple, contrairement à un Donald Trump. Mais on voit quand même qu'il a son milieu du ciel en bélier, signe qui est gouverné par Mars, et qui vient contrebalancer ça en lui donnant une ambition colossale et une capacité à foncer malgré les obstacles. Un milieu du ciel en bélier, ça peut nous parler d'une carrière où on doit faire preuve d'audace, de leadership, qu'on peut avoir besoin et qu'on peut incarner un rôle de pionnier. Et on voit avec Musk qu'il ne suit pas les tendances et qu'il les crée. C'est une combinaison quand même assez rare, un homme visionnaire et cérébral avec une force de conquête insatiable. Donc déjà, en ayant regardé son ascendant, son soleil et sa lune, on voit déjà un portrait qui commence à se dessiner et c'est celui d'une personnalité à la fois analytique et intuitive, obsessionnelle dans sa quête d'amélioration et portée par une ambition de transformer le monde. Si on veut aller plus loin et qu'on veut en savoir plus, on peut s'intéresser au maître de ces axes. On peut commencer avec le maître du milieu du ciel que j'ai déjà mentionné, donc ça va être Mars. Mars, il est en Verseau dans sa maison 8. Donc déjà, un milieu du ciel en bélier, ça peut traduire une carrière qui va être axée sur l'action, le leadership, la conquête. Le maître, c'est Mars en Verseau en maison 8, qui va dévoiler une ambition qui peut être avant-gardiste, tournée vers l'innovation et la transformation des structures existantes. Mars en Verseau, c'est une énergie orientée vers la disruption, l'indépendance et la remise en question des normes établies. La maison 8, c'est la maison des crises, de la régénération, du pouvoir financier, des ressources qu'on partage. Ce placement, ça peut traduire une capacité à rebondir après des échecs et une aptitude à attirer des financements colossaux pour des projets à haut risque. Donc son Mars en maison 8 montre pourquoi il ne craint pas de tout miser sur des projets radicaux qui pourraient changer la donne, visionnaires, quitte à frôler la faillite, comme avec SpaceX ou Tesla. Ce Mars, on voit qu'il n'est pas seul, il est en conjonction avec le nœud nord, qui du coup se retrouve lui aussi en Verseau en maison 8. Donc ça, c'est un marqueur karmique pour ceux qui aiment l'astrologie karmique. Et ça peut aussi indiquer un destin tourné vers le progrès, la communauté, la technologie, l'amélioration du collectif. Donc il n'est pas là pour suivre des voies traditionnelles, mais pour révolutionner des industries entières. Il est littéralement poussé vers un futur technologique avec une vocation de pionnier pour l'humanité. C'est cette signature astrologique qui lui donne son obsession pour l'intelligence artificielle, l'espace et les technologies transformatrices. On passe au fond du ciel. Alors le fond du ciel est en balance et va nous parler de son héritage familial et de son environnement personnel. Ça évoque potentiellement une enfance marquée par des tensions relationnelles et un besoin de trouver un équilibre émotionnel. Alors je me suis pas renseignée sur sa vie passée, donc si vous avez des éléments pour partager, pour illustrer mes propos, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et le fond du ciel en balance, ça nous parle d'une famille où les apparences et les relations sociales ont pu jouer un rôle clé, mais avec potentiellement une instabilité sous-jacente. Le maître de ce fond du ciel, c'est Vénus qui est en Gémeaux dans la maison 12, et ça va ajouter une dimension de discrétion et de secret à sa sphère intime. Alors déjà, Vénus en soi, ça va être du coup le maître de son fond du ciel, qui est en Gémeaux, en maison 12. La maison 12, une maison de créativité. Et le Gémeaux, c'est un signe de multiplicité. Donc, sachant que Vénus, le maître de son fond du ciel, qui nous parle de famille, est dans un signe de multiplicité
et de créativité, on peut imaginer qu'il a beaucoup d'idées et aussi qu'il fait, beaucoup d'enfants. Donc Vénus en maison 12, ça nous parle d'une vie privée qui est cachée, de relations amoureuses entourées de mystères ou de sacrifices, et ça peut aussi nous parler de multiplicité de relations amoureuses, hein. Le Gémeaux, c'est un signe de dualité, donc ça peut nous parler aussi d'une instabilité affective et une difficulté à s'ancrer émotionnellement. Ce placement peut expliquer son parcours sentimental et familial et son besoin de conserver une part de mystère sur sa vie privée. On continue avec l'axe du descendant qui est en Capricorne. Et le descendant, il va refléter son rapport à ses partenaires, qu'ils soient amoureux ou professionnels. Donc avec un descendant en Capricorne, il se peut qu'il attire des personnes sérieuses, pragmatiques et ambitieuses et qu'il recherche aussi ce type de personnes. Et qu'il y ait aussi un sens des responsabilités et des exigences élevées par rapport à ses relations, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles. Avec un descendant en Capricorne, il se peut qu'il recherche des partenaires solides, fiables, capables de l'épauler dans ses ambitions, mais il est aussi possible qu'il soit perçu par les autres comme quelqu'un de distant ou de difficilement accessible émotionnellement. Comme il a un descendant en Capricorne, le maître de ses descendants, ça va être Saturne, qui est en Gémeaux dans sa maison 12 en signe entier. Donc Saturne en maison 12 peut nous parler d'une difficulté à s'ouvrir pleinement, de responsabilités cachées ou d'un sentiment d'isolement malgré ses alliances. Le Gémeaux, c'est un signe qui nous parle du fait d'avoir un mental structuré, surtout avec Saturne dans ce signe, mais aussi d'un besoin de contrôle au niveau de sa communication et de ses engagements. Donc de manière assez ambivalente, Saturne représente l'endroit de nos plus gros défis, donc il est probable que ce qui lui donne le plus de fil à retordre, c'est son propre mental, ses pensées, ses idées, et comment aussi concrétiser et comment créer du lien, comment communiquer avec les autres. Et aussi, on peut imaginer que, il a beaucoup d'idées et qu'il peut avoir du mal à les, structurer et qu'il a aussi potentiellement du mal à se laisser déborder ou que justement s'il se f laisse déborder, il le vit mal. Aussi avec un Saturne en 12, il est possible qu'il y ait des histoires de père absent de manière, physique ou émotionnelle et donc ce placement de Saturne en Gémeaux, ça peut expliquer pourquoi il garde une certaine distance dans ses relations et qu'il semble toujours absorbé, par ses projets. Donc pour résumer cette analyse des axes, on voit que potentiellement Musk, c'est un homme d'action dont la mission est d'innover et de bouleverser le monde. Son rapport à l'intime est complexe, avec une vie privée qu'il protège et des relations exigeantes. C'est un leader qui fonctionne dans l'ombre, avec une structure mentale implacable et une ambition tournée vers l'avenir. Maintenant, j'aimerais revenir sur quelques points de son thème qui vont nous aider à comprendre les transits à venir pour lui. Donc d'abord, il y a ce Jupiter en Scorpion en maison 5, qui est une signature astrologique qui peut nous parler de quelqu'un qui investit massivement dans ses projets créatifs ou spéculatifs. La maison 5, c'est la maison de la créativité, du jeu, du divertissement, de la prise de risque, du flirt. Jupiter en Scorpion nous parle d'une expansion par la transformation, une capacité à voir des opportunités là où d'autres ne voient que des risques. Donc ça, c'est important parce que ça va renforcer son goût pour les paris audacieux et son flair pour transformer des sentiers entiers, hein, automobiles, spatiales, intelligence artificielle. Là, avec ce placement, on peut imaginer qu'il ne se contente pas de créer et qu'il veut révolutionner et dominer. On voit que ce Jupiter, il est en conjonction à Neptune. Alors, c'est une conjonction en degrés entre Jupiter en Scorpion en maison 5 et Neptune en Sagittaire en maison 6. Neptune en Sagittaire nous parle d'une vision un peu sans limite, hein, parce que le signe du Sagittaire, c'est le signe du voyage. Donc, une vision sans limite, une créativité sans limite, des idéaux élevés, une foi inébranlable dans l'avenir. La maison 6, c'est le quotidien, le travail, la mise en application de sa vision. Et cette conjonction, ça traduit un esprit visionnaire qui voit grand et rêve d'un monde nouveau, mais qui doit structurer ses idées pour qu'elles prennent forme. Sans discipline, ce serait juste un rêveur. Mais avec Jupiter en Scorpion et Saturne en Gémeaux, il a la capacité d'exécuter ses visions. D'ailleurs, en Placidus, ce Jupiter sur Neptune tombe dans la maison 4 et 5. La maison 4 qui nous parle de la famille, la maison 5 qui nous parle des enfants. Sachant que
Jupiter, il va venir, amplifier et que Neptune, il a pas de limite dans un signe Sagittaire qui lui aussi vise vers le lointain, va toujours plus loin, ça peut nous dire que, soit il a une famille, extensible autant au niveau, géographique, qu'il a une famille, extensible en termes de nombre de membres et qu'il a aussi, beaucoup d'enfants. Et pour, les plus complotistes, pourquoi pas qu'il a une famille qui va au-delà de la planète Terre. Cette conjonction, Jupiter-Neptune, elle est en opposition à Saturne en Gémeaux. Donc Saturne en Gémeaux en maison 12 nous parlait déjà d'un mental qui peut être rigide, de beaucoup de structuration, de retenue, peut-être du fait qu'il peut se sentir enfermé dans ses propres schémas de pensée. Ça peut nous parler d'une solitude, d'un besoin de contrôler son environnement et de contrôler sa communication. L'opposition à Jupiter-Neptune va nous parler d'un tiraillement constant entre son idéalisme et les limites concrètes du monde réel. C'est cette tension qui fait de lui un génie pragmatique, hein. Il rêve grand, mais sait qu'il doit se battre contre les contraintes techniques, humaines et financières s'il veut concrétiser ses idées. D'ailleurs, on voit qu'il a cet aspect Saturne-Neptune en opposition et qu'on a la conjonction qui arrive en février 2026. Donc, je pense qu'il peut y avoir un événement pour lui autour de cette période, donc début 2026, avec la conjonction Saturne-Neptune qui va tomber dans sa maison 10 en signantier 9 en Placidus. Donc, pourquoi pas travailler sur un projet qui a un lien avec l'étranger, que ce soit l'étranger au niveau de la planète ou l'étranger au niveau de l'univers, hein. Une nouvelle façon de penser, un nouvel idéal qu'il souhaite défendre à travers son travail, ses entreprises. Voilà, le champ des possibles est très large avec lui. Après, avec cette opposition, ce qui est intéressant, c'est que la voie de résolution, ça semble être ce Pluton en Vierge dans sa maison 3. La maison 3, elle nous parle encore une fois d'intellect, de communication, de mental. Pluton en Vierge, ça nous parle d'un esprit analytique impitoyable, d'une personne qui est capable de creuser profondément pour trouver des solutions radicales. C'est aussi cette capacité à aller au fond des choses, à disséquer les problèmes et à reconstruire une stratégie qui lui permet de transformer ses défis en succès, hein. Musk ne se contente pas d'avoir une vision, il est obsessionnellement concentré sur l'optimisation et la stratégie. Par exemple, vous avez la miniaturisation des coûts de lancement avec SpaceX, la réinvention de la voiture électrique avec Tesla, la conception d'algorithmes ultra optimisés avec OpenAI. Voilà, on arrive au bout de ce portrait astrologique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous voyez les choses, si vous avez d'autres idées qui vous sont venues en fonction des placements que j'ai évoqués. Je pense que j'ai parlé de presque tous les placements de son thème, donc on doit avoir une vision quand même bien riche. Bien sûr, elle est non exhaustive, hein, mais c'est déjà pas mal pour nous permettre d'avoir une image du personnage et surtout pour nous aider à comprendre les transits à venir pour lui. C'est parti pour l'analyse de la révolution solaire 2025 d'Elon Musk. Alors, cette révolution solaire, elle est valable pendant un an, donc jusqu'à son anniversaire en 2026. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'ascendant de la révolution solaire est en Lion et qu'il est en conjonction avec Mercure et la Lune. Alors, le Lion, c'est un signe de leadership, de rayonnement et d'affirmation personnelle. La conjonction Lune-Mercure sur cet ascendant, ça rend cette tonalité plus personnelle. La Lune plus Mercure sur l'ascendant, ça nous parle potentiellement d'une année où Musk parle davantage, communique ses émotions, ses visions, ses inquiétudes. Il devient potentiellement plus humain, voire vulnérable au niveau de sa communication et de ce qu'il partage. Il peut s'agir d'un retour sur la scène médiatique, d'une présence renforcée sur les réseaux, ou encore d'un discours où il partage ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et du coup c'est très important, et que ce soit personnel ou professionnel. Le lion pousse à revendiquer notre légitimité et notre place, et Musk pourrait chercher à reconquérir son image publique ou à prendre une posture plus royale, rayonnante, conquérante. Au moment de son anniversaire, Jupiter était en Cancer, dans sa maison 12 de sa révolution solaire et dans sa maison 1 natale. Donc Jupiter qui transite la maison 12 de la révolution solaire, ça peut nous parler d'un moment de gestation, de retrait stratégique, et de croissance intérieure. Peut-être qu'il cultive certaines idées, peut-être qu'il se ressource. Donc Musk pourrait préparer des projets majeurs dans l'ombre. Le fait que ça tombe dans la maison 1 natale,
Jupiter va raviver le Soleil et le Mercure qui sont présents dans cet espace-là. Donc il pourrait retrouver de la foi en lui-même, se reconnecter à sa mission et renforcer ses ressources personnelles. Il peut s'agir d'une renaissance qui précède un nouveau cycle au niveau public. Donc d'un côté, on peut avoir cette idée de gestation et le fait de se retrouver lui-même. On est dans une phase d'incubation. Il est probable qu'il élabore dans son coin quelque chose de grand, de nouveau, qui sera révélé plus tard. Ce Jupiter en Cancer, il peut aussi être porteur d'un besoin de se protéger, de se sécuriser, de rassembler. Donc il pourrait recentrer ses priorités autour de sa famille, de son socle émotionnel, de son intimité. Ici, il peut y avoir un besoin de guérison. Et là, avec les premiers transits que j'ai commencé à décrire, je pense à ce qu'il y a eu avec Trump et le fait qu'il y ait une fin de collaboration. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu plus tard dans cette révolution solaire. Puisque finalement, je la tourne le 16 juin. Elle est déjà en cours et on a déjà certains événements qui ont eu lieu. Donc je continue. Il y a la conjonction Saturne-Neptune en Bélier en maison 9 de sa révolution solaire et dans sa maison 10 natale. Donc cette conjonction, elle est dans sa révolution solaire, mais il faut savoir qu'elle va aussi se reformer l'année prochaine. La maison 9 de la révolution solaire, elle évoque les idéaux, les voyages, les croyances, les relations publiques, les publications, les ambitions qu'on peut avoir à l'international. Alors la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, c'est un paradoxe. D'un côté, on a Saturne qui nous parle de structuré et on a Neptune qui nous parle d'immatériel. Donc on peut imaginer des principes comme bâtir une utopie ou donner forme à l'irréalisable. Ça va aussi activer sa maison 10 natale, ses ambitions, sa carrière, son statut public. Donc cette configuration, elle peut évoquer la concrétisation d'un rêve au niveau mondial ou un rêve à portée universelle, mais qui demande des sacrifices, une discipline extrême et des renoncements qui peuvent être douloureux. Donc on pourrait imaginer un projet spatial à visée globale, par exemple Mars, la Lune. Est-ce qu'il ne va pas se dire, ça y est, on va envoyer des gens vivre sur Mars carrément? Ça peut nous parler d'une expansion de l'intelligence artificielle à portée éthique ou philosophique. Donc pourquoi pas l'intelligence artificielle qui sert dans la médecine pour aider les gens à les guérir, ou pourquoi pas l'intelligence artificielle qui servirait, pourquoi pas, à rendre des jugements. Je sais pas, je donne des idées, hein. Ça peut aussi nous parler d'un tournant stratégique dans sa communication ou dans sa mission de vie. Je continue dans sa révolution solaire, on va avoir Uranus qui va transiter sur son Saturne natal quand il va arriver en Gémeaux, à partir du coup de l'été 2025, hein. Ce transit, il a lieu dans la maison 11 de la révolution solaire et dans la maison 12 natale. Uranus sur Saturne, ça peut nous parler d'une rupture d'un ancien schéma de pensée, de l'explosion d'anciens repères ou de limitations mentales ou d'une nouvelle stratégie. En maison 11, ça va toucher le collectif, les réseaux, les partenariats stratégiques. Et en maison 12, ça peut être très inconfortable. Il peut y avoir une remise en question de certaines certitudes et une nécessité de lâcher un certain contrôle. Ça peut créer une rupture brutale avec un allié stratégique. Ça peut nous parler d'un changement radical dans son entourage professionnel, voire d'une libération mentale, psychique ou spirituelle. Uranus, il va être en opposition à la conjonction Jupiter-Neptune natale, et cette opposition, elle peut nous parler d'une instabilité entre ces idéaux illimités et la réalité concrète et imprévisible. Il se peut qu'il traverse une crise de sens, un retournement de paradigme, voire une révolution face à ses propres croyances qu'il peut penser maintenant obsolètes. Donc soit il s'éloigne d'un projet ou d'un rêve, soit il trouve un moyen révolutionnaire de l'accomplir différemment. Donc ici, est-ce que ça ne nous parle pas de SpaceX et des décisions que Trump a prises par rapport aux aides que l'État a données? Allez, on continue avec le Pluton qui est en conjonction avec le descendant de la révolution solaire. Et là, ça va lier la maison 7 et la maison 8. Donc Pluton sur le descendant de la révolution solaire, ça nous parle de relations puissantes, intenses, parfois toxiques ou stratégiques. Donc, il se peut qu'il noue un partenariat très important, un partenariat de pouvoir, ou au contraire qu'il mette fin
à une alliance importante. Ça active la maison 8 natale, donc il y a aussi des enjeux de fusion, d'investissement, de contrôle partagé. Ça peut signifier une négociation financière majeure, une prise de pouvoir à travers un autre ou une bataille juridique ou stratégique avec un associé puissant. Donc encore une fois, là je pense à Trump, mais il se peut qu'il trouve quelqu'un d'autre et qu'il forge aussi une alliance, hein. Ça va dans les deux sens. C'est pas seulement je le perds, ça peut être je le perds, je gagne, ça peut être je gagne, ça peut être voilà. Pluton, en plus, il est en aspect harmonieux à la conjonction, Jupiter, Neptune natale et au Saturne natal, hein. Donc ça peut nous parler d'un alignement de pouvoir, de vision et d'une certaine, rigueur, fiabilité. Donc il se peut aussi qu'il trouve, quelqu'un d'autre, hein. Et avec cet aspect, on peut imaginer qu'il peut transformer ses rêves en empire durable avec une stratégie, méthodique et efficace. Donc cette année pourrait être l'un des moments les plus structurants de sa vie, au niveau public et personnel, notamment s'il, parvient à maîtriser les tensions uraniennes. Donc vous voyez ici, il se peut que le fait que Trump l'ait lâché le mette face du coup à la difficulté de comment il va, compenser l'argent que l'État ne lui donne plus et ça va le forcer potentiellement à aller chercher un nouveau partenaire qui va, l'épauler dans ses projets et qui nous dit que si ça se fait, le partenaire qu'il va trouver ne sera pas mieux que ce que, l'État américain lui donnait. Ensuite, on a Chiron sur le milieu du ciel en Bélier et ça nous parle d'une blessure d'image ou de réputation, mais aussi de capacité à guérir son image en prenant des risques, courageux. Donc il pourrait être critiqué, attaqué ou, fragilisé publiquement, mais c'est en affirmant son leadership qu'il, transcendra ce passage. Donc c'est une année où il pourra ou pourrait soigner son image par des actes concrets, mais où il doit faire, preuve de vulnérabilité. Donc en résumé, pour, Musk, pour sa révolution solaire, 2025, donc jusqu'à, mi-2026, hein, parce qu'il est né en juin, ça nous parle de, beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Il peut avoir soit de nouvelles idées, soit des choses, des partenariats, des deals qui sont négociés et bien sûr, on ne le sait pas et on le saura, beaucoup plus tard. Ça nous parle de, modifications au niveau de ses, alliances et ça nous parle aussi potentiellement d'une certaine force, créatrice. Donc cette année, il est possible qu'il se retire pour, guérir, créer, imaginer et pour mieux revenir, métamorphosé. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous voyez vous pour Musk dans les années à venir et aussi, comment vous le voyez alors finalement. Est-ce que vous le voyez comme un visionnaire ou juste comme quelqu'un, d'un peu bizarre? Dites-moi tout ça en commentaire et pour ma part, je vous dis, à bientôt pour de nouveaux contenus.